Salut, bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue à ce webinaire de GIGN sur comment enquêter sur l'influence française en Afrique. Sachez déjà que cette vidéo sera enregistrée et diffusée sur nos réseaux sociaux. Je suis Maxime Kwame, Dominique, responsable Afrique francophone de GIGN Global Investigative Journalism Network, entendez en français Réseau international du journalisme d'investigation. Avant de poursuivre, voici déjà quelques informations à savoir sur GIGN. GIGN est le plus grand réseau au niveau mondial d'organisations de journal d'investigation à but non lucratif avec 250 organisations membres dans 91 pays. Mais elle travaille avec des journalistes partout dans le monde, dans des organisations à but non lucratif, dans des organisations commerciales, mais aussi avec des journalistes indépendants. Elle dispose d'une vaste gamme de ressources et de fiches conseils pour aider les journalistes du monde entier. Donc, vous pouvez consulter nos ressources sur notre site internet gijn.org. Alors, à GIGN, notre mission, c'est d'équiper les journalistes à pouvoir enquêter sur les sujets de leur choix, selon les besoins de leurs audiences. Nous avions déjà dans le passé produit des webinaires ou guides sur comment enquêter sur des puissances telles que les États-Unis ou la Russie. Cette fois, aujourd'hui, donc, on parle de la France parce qu'il est apparu qu'il existe un appétit croissant en Afrique, en France et ailleurs pour des sujets qui promeuvent plus de transparence et de redevabilité en ce qui concerne l'influence française sur le continent africain. Le sujet agite le débat public en Afrique et au-delà, bien évidemment depuis des décennies, mais davantage ces dernières années. Il déchaîne les passions, mais le nombre d'enquêtes produites sur le sujet, vous conviendrez avec moi, est encore relativement faible. Il y a bien entendu des terrains non encore défrichés ou parfois mal exploités. Alors la France a longtemps gardé une grande influence sur plusieurs pays en Afrique et dans plusieurs domaines. Cela change peut-être depuis quelques années, mais qu'en a-t-il été et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis assisté pour ce webinaire de mes collègues Aïssatou Fofana, Alcione Vemar, Andrea Romanos, derrière le rideau. Merci ce qu'on peut appeler ici plateau. Je suis entouré de trois journalistes qui s'intéressent particulièrement au sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Tour à tour, ils vont développer chacun un aspect différent. Le premier, Francis Laloupo, nous dira où et comment trouver des données, des informations sur des aspects politiques et géopolitiques. Fanny Pigeot reviendra sur les aspects économiques et financiers et Paul Dutchman évoquera des aspects militaires. Si vous avez des questions, que des questions vous viennent durant les présentations, ne vous inquiétez pas, écrivez-les dans la partie QR réservée aux questions-réponses. Vous trouverez cette partie en bas, légèrement à droite sur votre écran. À la suite des présentations, ma collègue Alcione se fera le plaisir de poser vos questions aux différents intervenants. Alors, c'est parlé maintenant. Et je vais donc tout de suite passer la parole à Francis Laloupo, qui sera le premier sujet à l'eau. Alors, le temps pour moi juste de rappeler que Francis Laloupo a été journaliste, producteur, éditorialiste pour plusieurs médias. Aujourd'hui, il est enseignant-chercheur en géopolitique. Il est aussi auteur de plusieurs ouvrages, dont les deux derniers, d'ailleurs pertinents pour notre sujet d'aujourd'hui, Blues démocratique 1990-2020. Et le deuxième livre, l'autre ouvrage, France-Afrique, la rupture maintenant. Alors, Monsieur Laouloupo, pour un journaliste qui souhaiterait enquêter, par exemple, sur les relations, en tout cas sur l'influence française en Afrique, sur le plan politique et géopolitique, comment est-ce que ce journaliste peut s'y prendre? Il y a le micro qui est fermé. Voilà, cette Voilà, fois-ci, j'étais en train de vous remercier, Maxime, et de dire également le plaisir d'être en compagnie de Fanny Pigeot et de Paul Deichmann. Et merci de votre invitation, merci de l'invitation de GIJN. Bon, c'est vrai que cette rencontre a été programmée avec donc des journalistes en priorité, mais il me semble que GIJN a également ouvert cette rencontre au plus grand public. Donc forcément, mon propos, je pense que ce sera pareil pour Fanny et Paul, le propos soit un peu hybride quand même, pour que on ne s'enferme pas, je dirais, dans un langage qui pourrait paraître hermétique pour ceux qui sont avec nous et qui ne sont pas forcément journalistes. Alors, je pense que quand on parle d'influence, je crois qu'il faut déjà commencer par définir ce que l'on entend par le terme influence. Alors, le dictionnaire nous dit que l'influence est l'action généralement continue qu'exerce quelque chose ou quelqu'un sur quelque chose ou quelqu'un. Alors, moi, je proposais, dans le cadre de cette rencontre, une définition qui serait, par exemple, voilà, c'est la capacité, hein,
d'une entité, d'influer, en tout cas d'agir sur les situations et de pouvoir les orienter en fonction de ses intérêts. Et je pense que ça rentre complètement dans le propos que nous allons tenir ce soir. Et évidemment, je vais proposer quelques axes d'enquête pour les journalistes qui nous écoutent. Mais avant cela, il faut peut-être d'abord commencer par rappeler les zones d'influence de la France en Afrique. Parce que, bon, de quelle Afrique parlons-nous cet après-midi? Nous parlons évidemment, je pense essentiellement de l'Afrique francophone, parce que l'idée d'influence de la France, je pense que cette idée-là n'est pas forcément présente dans l'environnement du Kenya, du Zimbabwe ou encore du Botswana. Donc, l'influence française, euh, historiquement, évidemment, a été forcément beaucoup plus active dans les pays francophones que partout ailleurs sur le continent. Donc, je crois que déjà, avant d'aborder déjà toute enquête, il faut déjà s'interroger sur la zone d'influence de la France et rappeler donc les spécificités de ces zones d'influence. Et puis ensuite, il faut se pencher sur les outils traditionnels de cette influence française en Afrique francophone, outils économiques, politiques évidemment, militaires et monétaires. Et je pense que Fanny Pigeot parlera tout à l'heure des questions économiques et Paul Deichmann reviendra sur les questions spécifiquement militaires. Alors voilà, entre autres axes d'une enquête sur ce qu'on appelle sur les relations entre la France et son ancien précaré, je dis ancien précaré parce que le mot n'est plus d'usage évidemment, on va parler de zones d'influence. Est-ce qu'il faut parler d'anciennes zones d'influence ou de zones d'influence encore actives? La question se pose évidemment aujourd'hui en 2024. En tout cas, il faut forcément se pencher sur l'historicité et l'évolution de l'influence française en Afrique depuis les indépendances. Trois époques, me semble-t-il, marquent l'évolution de cette influence française en Afrique francophone. La première époque, évidemment, c'est la première décennie post-indépendance, allant de 1960 à 1970 essentiellement. Et il y a une deuxième époque qui intervient pendant la période, au moment où l'Afrique s'insère en quelque sorte dans la guerre froide, dans la configuration de la guerre froide. À ce moment-là, il y a s'opère une reconfiguration de la politique africaine de la France sur le continent. Et il faut rappeler qu'à cette époque-là, les pays africains, donc intégrant, je dirais, le mouvement du monde, si je puis dire, ont également repositionné, en fait, se sont repositionnés sur la scène internationale en révisant ici et là leur partenariat. On a pu voir à cette époque de la guerre froide, allant de 1970 à peu près jusqu'à 1990, deux Afriques en quelque sorte. On parlait d'Afrique verte, c'était l'Afrique qui était donc alliée au bloc occidental, et l'Afrique rouge qui était alliée au bloc soviétique, ou en tout cas, on parlait de bloc communiste à l'époque. Donc à ce moment-là, certains pays ont rompu de manière claire, parfois radicale, leurs relations avec la France, avec le partenaire traditionnel, avec l'ancienne puissance coloniale. Je pense notamment à des pays comme le Congo-Brazzaville, je pense à des pays comme le Bénin, qui du jour au lendemain, donc, enfin, pour le Bénin en tout cas, a décidé, un soir 1973, rompre ses relations avec la France. Et cette rupture durera à peu près jusqu'au milieu des années 80. Donc déjà, à cette époque-là, il y avait déjà une sorte de repositionnement, une sorte de réaménagement des alliances entre ces pays d'Afrique dont nous allons parler, dont nous parlons cet après-midi, et l'ancienne puissance coloniale. Après la guerre froide, évidemment, il y a eu à nouveau un réajustement de cette relation spécifique entre ces pays francophones et Paris. Donc, la deuxième période donc, se situe au moment où l'Afrique intègre la configuration de la guerre froide. Et puis, il y a une troisième époque qui est marquée par, je dirais, des stratégies de repositionnement de la France dans ses zones d'influence en Afrique depuis la guerre froide. Et cette troisième époque démarre
au début des années 90, où l'on assiste en fait à la diversification des partenariats extérieurs et aussi à un retour de, de liens, je dirais, privilégiés entre ces pays francophones et l'ancienne puissance coloniale. Mais ce qui est nouveau depuis 1990, c'est que la France doit compter avec la marge de manœuvre acquise entre-temps par la plupart des pays africains à diversifier leurs partenariats et la France doit donc compter avec un contexte particulier où elle n'est plus dans une position, je dirais, de privilège, mais où elle doit composer avec, avec de nouvelles rivalités, économiques notamment, voire des rivalités d'influence sur le continent entre des puissances traditionnelles. On pense évidemment aux États-Unis, on pense euh, à l'Europe, on pense également à des puissances nouvelles comme le Japon, et puis aussi des puissances émergentes comme l'Inde, comme la Chine, qui n'est plus émergente, mais enfin qui à l'époque était considérée comme telle, et puis des nouveaux venus comme la Turquie. Et je vais parler du Japon. On peut également mentionner depuis quelque temps l'influence grandissante des pays du Golfe sur le continent. Donc, c'est dans cette nouvelle configuration, marquée par des paramètres compétitionnels, que la France doit à nouveau euh, repenser, repositionner, se repositionner, en tout cas, repenser sa relation avec les pays africains et se repositionner sur ce continent, notamment dans ce qui était jusque-là sa zone d'influence. Autre axe, donc, quand on parle d'enquête, quand il s'agit d'enquêter sur l'influence française en Afrique, c'est évidemment ce qu'on a appelé pendant très longtemps le système de la France-Afrique. Alors, il faut s'interroger sur l'origine d'abord du phénomène et l'origine même du concept. Parce que ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que le concept de la France-Afrique a été à l'origine énoncé et inventé en quelque sorte par le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, qui parlait évidemment, je dirais, dans la foulée du général de Gaulle pour consacrer cette communauté de destin dont parlait le général de Gaulle dans son discours du 12 décembre 1959 à Saint-Louis du Sénégal et qui invitait les pays nouvellement indépendants à, évidemment, assumer leur indépendance, mais en même temps dans une communauté de destin en créant ce qu'on appelle le concept, en créant le concept qui est devenu célèbre et unique dans l'histoire des relations internationales entre Paris et ses anciennes puissances coloniales, l'indépendance association. Donc, en fait, c'est cette indépendance association qui est résumée dans le terme France-Afrique, ce concept très particulier unique, comme je le disais, dans le champ des relations internationales, et qui a créé une forme d'intimité, voire d'intimité trouble, entre l'ancienne puissance coloniale et ses anciennes colonies. Et intimité tellement trouble qu'on a pu voir, 50 ans après les indépendances, je me souviens au moment du cinquantenaire, de la célébration du cinquantenaire des indépendances, en 1980, bon, 82, non, en 2010, pardon, en 2010, euh, on a pu assister à un phénomène tout à fait singulier, c'est que les pays africains, donc francophones, qui célébraient leur indépendance à ce moment-là, ben, l'ont célébré de concert avec Paris, qui avait mis en place également tout un dispositif de célébration pour célébrer, pour s'associer à la célébration des indépendances des pays africains. Ce qui est très curieux d'ailleurs, puisque en fait, l'indépendance signifie se libérer en fait d'une puissance coloniale. Et on voit 50 ans plus tard, les anciennes colonies célébrer, je dirais, cette forme de libération avec la puissance dont ils se sont libérés 50 ans plus tôt. Ça aussi, je pense, ça peut renseigner fortement les journalistes et tous les observateurs sur la singularité des relations entre Paris et ses anciennes colonies. Des relations souvent marquées par certains affects et qui encore aujourd'hui, évidemment, produit des passions tout à fait particulières et qu'on peut observer en tout cas aujourd'hui dans les débats et aussi dans l'évolution actuelle des relations de Paris avec certains pays, notamment dans le Sahel. En tout cas, l'affaire existe dans le débat public. Alors, il faut penser à l'évolution également de ce phénomène dit de la France-Afrique. Et ce qu'on appelle la France-Afrique, il y a 50 ans, a pris des formes différentes, hein. Au fil du temps, autant il était incarné exclusivement
pendant quelques années par les responsables politiques français et africains, autant il sera diversement incarné au cours des années et avec des acteurs, évidemment, je disais d'abord des acteurs historiques, puis ensuite des acteurs divers, des profils, des dynamiques diverses également, des métamorphoses et des manifestations. Ainsi, on a pu voir au cours des années 90 et début des années 2000, de nouveaux acteurs intégrer ce système dit de la France-Afrique, que sont par exemple des entreprises, des hommes d'affaires, des lobbyistes, etc., qui ont, d'une certaine façon, prolongé ce système de la France-Afrique, alors même que ici et là, ce système s'essoufflait, en tout cas dans sa dynamique, par rapport à sa dynamique initiale. Du fait de ces relations particulières, hein, je parlais tout à l'heure d'une trouble intimité, les mandats successifs de tous les dirigeants français depuis le général de Gaulle ont été marqués voilà, par des affaires africaines. Quand je parle d'affaires africaines, c'est que voilà, chaque, euh, chaque dirigeant a été marqué, je dirais, par quelque chose, je dirais, par une sorte de talisman africain, je dirais, qui restera, je dirais, dans l'histoire dans le bilan de son mandat. Je pense au général de Gaulle, par exemple, avec la question algérienne, mais aussi avec le pacte post-colonial qui a dominé pendant très longtemps les relations entre Paris et ses anciennes colonies. Giscard d'Estaing et ses relations sulfureuses avec la Centrafrique, avec le régime de Jean Bedel Bokassa, François Mitterrand avec l'affaire rwandaise, avec le drame rwandais, la tragédie rwandaise, Jacques Chirac avec les affaires des valises d'argent, voilà. Et Sarkozy avec son discours de Dakar, François Hollande avec le contentieux de Kidal au Mali. Et maintenant, Emmanuel Macron avec la controverse du sommet de Pau, par exemple, de janvier de 2020, pour ne citer que ça. Mais à partir de 2006, à peu près, les relations France-Afrique sont entrées dans ce qu'on peut désigner comme l'ère de la rupture. Alors, depuis 2006, depuis donc le mandat de Nicolas Sarkozy, on a mis dans le débat public, on a mis dans l'agenda franco-africain l'idée de rupture, c'est-à-dire rupture avec les mauvaises pratiques du passé. Enfin, le mot France-Afrique est prononcé par les dirigeants français, les responsables politiques français. Mais bien sûr, en Afrique, la question de la France-Afrique était combattue déjà depuis très longtemps, en tout cas controversée, en tout cas dénoncée, essentiellement par la société civile. Alors, comment opérer une rupture? Moi, je me souviens, moi j'ai écrit cet ouvrage, France-Afrique, la rupture maintenant, je me suis demandé, voilà, pour faire une rupture, il faut être deux. Euh, Quand on s'est allié, on est deux, donc pour faire une rupture, il faut également être deux. Quelles sont les dynamiques qui présideraient à une rupture, à une refondation, comme on l'a dit plus tard, des relations entre la France et l'Afrique? Eh bien, depuis Nicolas Sarkozy, donc depuis 2006 jusqu'à Emmanuel Macron, la question est posée et reposée indéfiniment. La question est de savoir par ailleurs si dans les palais africains, dans tous les palais africains, cette question de rupture est également posée, est également à l'agenda de certains dirigeants africains. L'accent se pose d'autant que je l'ai connu dans mon parcours, certains dirigeants africains qui manifestaient une affection très forte pour ce qu'on appelait la France-Afrique, pour ce système-là, parce qu'ils en sont issus, parce qu'ils en sont parfois, je dirais, les produits, parce qu'ils en sont également, je dirais, les principaux officiers sur le continent africain. Donc voilà, la France-Afrique a été une danse à deux, en tout cas entre les dirigeants français et les dirigeants africains. Alors pour parvenir à la rupture, il faut qu'il y ait effectivement une forme de révolution culturelle commune qui s'opère aussi bien à Paris que dans les pays concernés. Donc j'invite les journalistes qui souhaitent travailler sur l'influence française en Afrique à interroger autant les dynamiques à l'œuvre à Paris que celles qui sont à l'œuvre également dans un certain nombre de pays africains. Autre élément à soumettre évidemment à votre réflexion pour aborder une enquête sur l'influence française en Afrique, c'est se poser la question sur comment cette influence française aura résisté ou pas à l'épreuve des transitions politiques qui s'opèrent en Afrique depuis les années 90.
c'est-à-dire depuis le déclenchement dans la plupart, dans tous les pays d'Afrique francophone, des processus démocratiques. Comment sortir notamment de ce fameux mythe du discours de la Baule? Parce que souvent, on convoque ce discours de la Baule pour expliquer la mise en œuvre, en tout cas le déclenchement des processus de démocratisation des pays africains. Erreur, grosse erreur, parce qu'en fait, François Mitterrand, qui avait une forte intuition, qui avait également la capacité, comme ça, je dirais, de lire dans le ventre de l'histoire et dans l'air du temps, et s'était conformé simplement à un mouvement qui était réversible, une dynamique qui était réversible partout, que ce soit en Europe de l'Est comme dans les pays africains, parce que cela faisait déjà très longtemps, depuis 2 décennies au moins, que des militants pro-démocratie en Afrique combattaient le système de parti unique et réclamaient une démocratisation de l'espace politique. Donc voilà, cela est d'autant plus vrai qu'il y a une sorte de contradiction souvent quand les journalistes aussi abordent la question de la démocratie, la question démocratique en Afrique. Les journalistes qui convoquent aussi souvent le discours de la Bolle pour expliquer la dynamique démocratique, euh, allant jusqu'à en conclure que finalement, puisque cette démocratie est importée, elle est forcément inadaptée aux réalités africaines. Double, triple erreur, parce qu'en fait, ce serait nier, je dirais, tous les mouvements militants qui ont permis l'avènement de la démocratie au début des années 90. Ce serait une erreur, d'autant que nous avons par ailleurs reproché à Paris, depuis les années 90, d'avoir justement raté le rendez-vous du processus démocratique dans les pays africains et de n'avoir pas soutenu justement ce mouvement comme il aurait fallu pour justement permettre à ces démocraties émergentes de se consolider et de parvenir à leur ancrage historique. On me fait signe qu'il faut que je conclue. Je vais donc conclure. Je dirais que je vais terminer en disant, alors on va peut-être revenir sur les outils, hein, les outils techniques, je dirais, pour entreprendre une enquête sur toutes ces questions-là. Mais avant de conclure, je dirais, bon, le premier outil que je pourrais donc conseiller aux journalistes, c'est d'abord le facteur humain. C'est-à-dire qu'il faut insister sur le facteur humain, sur l'importance du facteur humain, parce que rien ne vaut ce contact humain, la parole échangée avec les interlocuteurs que l'on rencontre au cours des enquêtes, les faits vécus, les expériences sensibles. Et c'est là, je pense, le matériel essentiel, fondamental pour engager une enquête. Et je le dis avec d'autant plus d'insistance que nous sommes aujourd'hui à une époque où les journalistes sont en quelque sorte assignés en résidence et font de moins en moins de terrain. Je pense que rien ne vaut le terrain, rien ne vaut la relation entre les individus. Et c'est la somme des rencontres qui permet d'affiner l'analyse et d'avoir une relation, comment dire, sensible avec le sujet et de pouvoir donc le restituer et ensuite le diffuser vers le public avec, je dirais, une approche de la vérité la plus, euh, la plus fine possible. Merci. Merci beaucoup. Sujet passionnant, effectivement. Merci beaucoup pour déjà on va dire cette mise en bouche qui a sûrement essayé de défricher le terrain pour Fanny et Paul qui vont suivre après. Donc, on va revenir. Je rappelle juste à ceux qui nous suivent que vous avez l'occasion de poser vos questions dans la partie Q&R. Vous regardez juste en bas. Vous allez voir le bouton Q&R. Là, c'est vos questions là-bas. Et au moment venu, ma collègue Alcyone va se charger de les poser, de les remonter aux différents intervenants. Alors, maintenant, on va poursuivre avec Fanny. Fanny, qui est journaliste indépendante, qui a travaillé ou a travaillé pour Mediapart, entre autres pour Mediapart, Afrique 21, qui a produit plusieurs enquêtes sur des affaires, enfin, on va dire, le milieu de business français en Afrique avec les deux livres, un sur le franc CFA et l'autre sur la démocratie en France-Afrique. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à Fanny pour qu'elle puisse partager avec nous un peu son expérience sur comment est-ce que les journalistes peuvent enquêter sur l'influence française en Afrique côté financier ou économique. Donc, Fanny, la parole. Alors, je vais partager mon écran. Bonjour à tous. Mon écran parce que j'ai préparé comment on appelle ça, un petit PowerPoint. Alors, le temps de mettre ça en route. Ah.
Excusez-moi, ça se chevauche. Alors, donc, effectivement, moi, je vais parler des... Attendez, il y a un truc qui se chevauche. Voilà, de l'aspect plutôt économique et monétaire. Vous voyez sur ma première image, j'ai mis une carte qui vient de Total Energy. On connaît tous l'influence de Total Energy en Afrique. Une image du franc CFA qui est aussi un point fondamental qu'il ne faut pas oublier quand on parle de cette influence française en Afrique. Et puis une image avec quelques personnages assez marquants. Et on voit Cyril Bolloré, Nicolas Sarkozy, les époux Ouattara et Martin Bouygues et son fils. D'ailleurs, voilà, ils sont en train de tourner, ils sont contents. Alors, je pense qu'il faut absolument rappeler, je vais compléter ce qu'a dit Francis Salopo, rappeler que, en fait, comment cette influence française s'est installée, s'est construite. Et tout ça part de très loin et de cette période coloniale qu'il faut absolument avoir en tête, puisque avant les indépendances, la France, les gouvernants français, l'administration coloniale française, et là je parle de cette zone franc historique hein, dont Francis parlait déjà, donc les gouvernants français, l'administration coloniale s'est évertuée à manipuler les processus électoraux qu'elle avait elle-même introduits dans ses colonies, avec beaucoup de trucage, de fraude, la corruption aussi, et a utilisé également la violence pour à chaque fois écarter des leaders indépendantistes et installer au pouvoir, avant les indépendances, donc des dirigeants qui avaient été formatés par la France et qui lui étaient redevables. Et ça a marché partout, sauf en Guinée et au Togo. Et à cette période-là, après avoir installé ses dirigeants, avant l'indépendance, le schéma a été le suivant, et là c'est effectivement très particulier à la France, la Grande-Bretagne n'a pas fait ça, le Portugal non plus. Les dirigeants français ont fait signer contre l'indépendance, c'était vraiment le deal. Vous serez indépendant à condition que vous signiez des accords de coopération en 1960, donc au moment de l'indépendance, juste avant. Et ces accords de coopération portaient sur la monnaie, la diplomatie, le commerce, les matières premières, la défense, l'économie, la culture, beaucoup d'aspects. Et ces accords de coopération, entre guillemets, en fait, donnaient l'avantage, donnaient Enfin, c'était au bénéfice de l'ancienne métropole, systématiquement. Et ça liait tous ces nouveaux États. Et c'est pour ça que le franc CFA est resté en vigueur. Le franc CFA avait été créé en 1945, mais c'est resté en vigueur parce que les pays concernés n'ont pas eu le choix. Ils ont été obligés de garder ce franc CFA. Et par la suite, on a vu qu'il y a un certain nombre de pays ou de dirigeants qui ont voulu sortir de ce cadre et qui ont eu, eux, affaire à des représailles de l'État français. Et finalement, seuls Madagascar et la Mauritanie ont pu quitter la zone franc. Ça, c'était en 1973. Alors, pourquoi la France a voulu garder cette influence dont on parle aujourd'hui? Euh, Évidemment, c'était continuer à avoir des approvisionnements en matières premières qui soient sécurisés et qui soient aussi à des prix compétitifs, et aussi pour pouvoir continuer à fournir des débouchés pour les produits des entreprises françaises et aussi fournir des marchés pour ces entreprises sur le continent africain. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que le franc CFA avait été créé en 1945. Il s'agissait de permettre à l'économie française, qui avait été ravagée par la guerre, de reprendre de l'élan. Et pour ça, donc, il fallait des matières premières à bas prix qui venaient des colonies. Et c'était aussi une manière de resserrer les liens économiques avec la métropole, puisque ces liens avaient été distendus par la guerre. Donc c'est vraiment cet objectif qui est resté le même. Et je pense que on est dans un système de domination, évidemment. Je parlais des accords de coopération qui étaient à l'avantage de la France. Ce système de domination qu'on appelle donc, comme l'a expliqué Francis, le franc CFA en est un pilier. Et ce système de domination ne peut survivre comme dans le passé qu'à une condition, c'est que des élites africaines y participent. C'est pour ça que sur l'image que vous voyez, voilà, pour moi, cette image, cette photo est assez révélatrice, puisque donc on voit à la fois un ancien président français, un président en activité africain et des hommes d'affaires très puissants, de multinationales françaises très puissantes, qui visiblement s'entendent parfaitement bien. Hop, bah, il tourne encore. Alors aujourd'hui, on le sait, on le voit, l'Afrique reste une région clé. Ça, c'est une expression du Trésor français dans un de ses documents. Le Trésor français qui dit aussi, dans un document qui date de cette année, hein, que l'Afrique subsaharienne a une place stratégique dans les échanges extérieurs français, puisqu'elle est à la fois donc un fournisseur important pour les hydrocarbures,
produits agricoles et les minerais. Et là, hydrocarbures, on pense évidemment à Total Energy et dans un certain nombre de pays producteurs. Et c'est aussi l'Afrique, un client important pour la Jolie, pour les équipements mécaniques, les matériaux électriques et électroniques, ainsi que pour des produits agroalimentaires et pharmaceutiques français. Et on voit bien aussi, ça c'est le Trésor français qui dit aussi, que 15% des approvisionnements français en minerais stratégiques viennent d'Afrique, ce qui est assez important. Alors aujourd'hui, comment on voit par où passe l'influence française quand on parle du plan économique? Et ben ça passe donc par le franc CFA, cette fameuse zone franc, qui est vraiment, encore une fois, un pilier essentiel de ce système de domination qu'a mis en place la France, avec donc la complicité ou la participation active d'élites africaines. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a tellement de débats sur une possible sortie du franc CFA du Sénégal ou des pays du Sahel, parce que c'est encore une fois très important à la fois pour les entreprises françaises et pour l'État français. L'influence française aussi, on la retrouve au sein du FMI et de la Banque mondiale, puisque Paris, les représentants de la France euh, ce sont eux qui s'expriment en fait quand il est question des pays de la zone France. Ce sont des représentants français au sein du FMI qui, par exemple, rédigent les rapports sur la zone franc. C'est la même chose, donc cette influence, on la retrouve aussi au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, mais donc là, c'est plus politique. L'influence passe évidemment par l'endettement. Une fois qu'un pays est endetté auprès de la France, bah, la France a un ascendant sur le pays en question. Passe aussi par l'aide au développement. On a ce fameux mécanisme du contrat de désendettement C2D qui est en vigueur dans certains pays. Tout ça passe entre autres par l'Agence française de développement, le Fonds français pour l'environnement mondial, ce sont des institutions françaises très importantes dans certains pays. Cette influence passe aussi par les relations commerciales, on a dit un peu plus tôt, donc. Et là, je cite l'exemple du Cameroun, pour lequel la France est le deuxième fournisseur. Cette influence passe par les entreprises françaises qui opèrent sur le continent. Et je pense aussi j'ai marqué, j'ai mis entre parenthèses que ça passe aussi par le sponsoring de ces entreprises. Et alors là, je pense qu'il y aura une enquête à faire sur le sponsoring de Total Energy de la CAN, donc la Coupe d'Afrique des Nations, pour moi, qui est vraiment assez stupéfiant de voir ça. Voilà. Alors, plus précisément, si on regarde ces entreprises françaises et dont le chiffre a beaucoup augmenté ces dernières années en matière de filiales. Elles sont présentes, vous voyez, dans un grand nombre de secteurs, l'exploitation pétrolière, l'agro-industrie, le bois, les télécommunications, l'industrie, le transport logistique, les banques, les mines, les productions d'électricité, biométrie, défense et sécurité, et transport et logistique. Et là, on peut penser au rôle qu'a joué Bolloré pendant très longtemps, le groupe Bolloré pendant très longtemps dans un certain nombre de pays d'Afrique, pas seulement d'Afrique francophone d'ailleurs. On peut voir aussi, si on regarde comment fonctionnent ces entreprises, qu'elles s'organisent souvent pour avoir des élites politiques ou administratives locales dans le conseil d'administration de leur filiale. Ça a été par exemple le cas du groupe Bolloré pendant très longtemps. Il avait des gens, des députés ou bien euh, des gens bien placés qui faisaient entrer dans ces conseils d'administration. Ça arrive aussi au niveau plus international. Le groupe Rouget, groupe d'exploitation forestière, a un ancien directeur de cabinet du président Ali Bongo dans son conseil d'administration. Bref, ça, c'est une technique qui n'est pas seulement utilisée par les entreprises françaises, mais qui est quand même assez importante à avoir à l'esprit. Et ces entreprises, elles ne font pas seulement des affaires, mais parfois, elles orientent aussi les politiques nationales ou régionales. On voit là aussi, je reprends l'exemple du secteur forestier du bassin du Congo, j'en parlerai un petit peu après, où vraiment, il y a eu une implication qui permet à ces entreprises de faire évoluer les politiques en leur faveur. Elles peuvent aussi influer sur le cours de négociation d'accords économiques. Et là, je pense aux accords de partenariat économique, les APE, qui ont été signés avec l'UE par certains pays, et pas n'importe lesquels. Le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et si vous regardez de près, vous comprenez que ce sont des pays qui sont producteurs de bananes et où opère une grosse entreprise française. Et c'est elle, en fait, qui a poussé ces pays, avec évidemment le soutien de la France et de la Commission européenne, à faire signer ces pays des APE qui sont en fait catastrophiques sur le plan économique pour ces pays, mais pas pour l'entreprise en question. Et toutes ces entreprises, il faut savoir qu'elles ont évidemment le soutien des ambassades de France, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais là, c'est assez systématique maintenant depuis les années, on va dire, depuis la doctrine Fabius, comme on l'appelle. Et là, j'enchaîne sur cet exemple du secteur forestier dans le bassin du Congo, sur lequel j'ai un peu enquêté ces derniers mois.
Et là, on s'aperçoit que c'est vraiment un écosystème qui est en partie français et pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises d'exploitation forestière françaises qui opèrent, des entreprises aussi qui visent la compensation carbone et qui sont maintenant présentes dans ce secteur forestier, dont Total Energy au Gabon en particulier. Il y a aussi les entreprises de transport maritime Bolloré, par exemple, a transporté beaucoup de bois pendant très longtemps. Il y a des bureaux d'études qui sont aussi en lien avec les entreprises d'exploitation forestière, des instituts de recherche français. Il y a aussi des représentants français dans des initiatives internationales ou multilatérales qui s'intéressent aux forêts et qui orientent les politiques nationales. Et puis, il y a aussi tout ce qui passe par l'Agence française de développement qui finance un certain nombre de projets ou d'initiatives dans ce secteur. Et ça, tout ça, ça tourne un peu en circuit fermé. Si on regarde de près, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de financements français, publics français, qui vont en fait vers des entreprises d'exploitation forestière, par exemple, françaises. C'est une sorte de toile d'araignée, en fait, à laquelle on peut observer. Alors, bon, il y a plein de sujets évidemment à creuser à partir de tout ça. Je pensais à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui est assez, pour les multinationales qui sont présentes sur le continent, c'est évidemment un point important à regarder. Tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, les relations commerciales des pays qui nous intéressent, les liens des entreprises françaises avec des élites africaines, dont j'ai un peu abordé le sujet tout à l'heure, les contrats avantages dont bénéficient les entreprises françaises, qu'il faut aussi regarder de près, bien souvent, la question de l'endettement, qui sont les bénéficiaires des C2D, et là, si on regarde aussi d'un peu plus près, on peut se rendre compte que ce sont souvent des entreprises françaises, ce qui est officiellement pas normalement le but. Et puis, il y a aussi ces multinationales qui ont plusieurs filiales ont des filiales dans plusieurs pays. Et là aussi, je pense qu'il y a des choses à regarder. Ça peut donner lieu à des enquêtes menées par plusieurs journalistes dans différents pays. Alors bien sûr, il faut parler des difficultés, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais effectivement, on est souvent confronté à la peur de s'exprimer de certains acteurs, parce qu'on a parlé d'influence, et ben, cette influence, elle peut faire peur, et je parle alors, il y a des acteurs assez importants qui parlent en off, bien souvent. Quel autre risque on peut courir? Celui de poursuite Bayon, quand on travaille, par exemple, sur le groupe Bolloré à une époque, on était systématiquement poursuivi en justice dès qu'il était question du groupe Bolloré en Afrique. Il y a aussi le jeu des filiales qui est souvent difficile à décrypter. Bon, il y a plein d'autres choses dont il faudrait parler. Pour les sources, je vais prendre un exemple. J'avais fait une petite série d'articles sur le franc CFA avant de coécrire un livre. Je m'étais adressée à des économistes, d'anciens ministres. Les anciens ministres ont souvent des choses à dire, souvent off, bien sûr, des archives, bien sûr. Là, on trouve plein de choses dans les articles de presse, des articles académiques, des livres, les documents des banques centrales, les rapports du FMI de la Banque mondiale. On trouve des choses intéressantes. Et puis, je m'étais aussi adressée au Trésor français. Là, c'était bien parce que j'avais parlé à un responsable donc du ministère des Finances français qui m'avait expliqué d'abord qu'il me parlait en on et à la fin de l'entretien, il m'a expliqué que c'était en off. Enfin, plutôt, c'est le directeur de la communication du ministère qui a pris la parole puisqu'il était là aussi. Tout ça au téléphone pour me dire, non, finalement, c'était en off parce que le responsable du Trésor s'était un peu lâché, avait critiqué certains responsables africains. Et visiblement, il fallait pas qu'il le fasse. Bref, je peux aussi donner le cas d'une entreprise d'agro-business française sur laquelle j'ai enquêté il y a plusieurs années. Et là, c'est pareil, les sources sont multiples. Il faut évidemment, avec un certain nombre de contacts, à les trouver. J'avais parlé des employés de cette société, des anciens employés. Là aussi, c'est toujours très intéressant. Les anciens employés, des riverains, évidemment, des ONG qui avaient travaillé un peu dans la région. Les entreprises concurrentes, ça, c'est toujours vraiment l'idéal de parler à une entreprise concurrente parce qu'elle, évidemment, elle aura des choses à dire. Il cherchera à dézinguer son adversaire, entre guillemets. Des chercheurs aussi, évidemment. Des propriétaires des terres qui utilisaient cette entreprise avaient parlé à des médecins, puisqu'il y avait des problèmes de pollution. Des ingénieurs agronomes aussi sur les questions environnementales. Bon, il y a évidemment toutes les autorités locales qu'il faut arriver à rencontrer en off ou en on. Ça dépend de ce qu'on cherche et ça dépend aussi de ce à quoi sont prêts tous ces responsables. Il y a vraiment évidemment les rapports financiers des entreprises, des hauts fonctionnaires qui peuvent aussi avoir des choses intéressantes à dire, anciens ministres toujours, là je répète, euh, anciens ministres qui n'ont pas envie, enfin qui n'ont pas de perspective de revenir
dans un gouvernement, par exemple, parle évidemment plus facilement, et la direction d'entreprise, évidemment, et l'ambassadeur de France à l'époque. Tout ça, ça se passait au Cameroun. Voilà pour donner une petite idée. Après, voilà, il y a un certain nombre de sites qu'on peut consulter et trouver des choses, notamment celui du Trésor français. Là, j'ai mis aussi des sites Panjiva et Pangenius qui permettent de retracer le commerce, la question du commerce. Il y a aussi des sites qui permettent d'accéder au capital des entreprises. Voilà. Puis je vous indique aussi deux livres, celui que j'ai coécrit avec l'économiste Nongo Sambasila sur le franc CFA, l'arme invisible de la France-Afrique, et puis un autre aussi, alors plus complet, et qui parle des questions économiques, mais aussi politiques et militaires. Donc ça fera la transition avec ce que va dire Paul. Et donc c'est le fameux gros livre, L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. Seuil. Et je vais m'arrêter là en espérant que je n'ai pas parlé trop vite. Non, non, merci beaucoup, Fanny, c'était très enrichissant. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On va tout de suite passer maintenant à Paul Dutchman, qui est le rédacteur en chef de African Intelligence, un média qui couvre l'Afrique depuis une quarantaine d'années, avec des informations exclusives. Paul Dutchman est lui-même chercheur, et donc aujourd'hui, il va nous parler de comment enquêter sur en fait, l'aspect militaire de l'influence française en Afrique. Bonjour Maxime, bonjour Fanny, bonjour Francis et bonjour à tout le monde. Merci déjà pour l'invitation. Oui, alors je vais essayer de m'intéresser de mon côté, après les excellents exposés de Francis et Fanny, moi sur le volet plus diplomatico-militaire de la France en Afrique et comment travailler sur ces secteurs stratégiques et particulièrement confidentiels pour au moins l'aspect militaire. Peut-être déjà de faire un constat, et là je vais reprendre beaucoup d'éléments qu'ont dit Francis, mais que la politique africaine, telle qu'elle a été appelée, et le terme était revendiqué pendant très longtemps dans la période de décolonisation, a longtemps été un domaine réservé de l'Élysée. C'est important de le rappeler parce que ce n'est pas le cas dans tous les autres pays occidentaux, et c'est particulièrement le cas en France, notamment au lendemain des indépendances, où il y a eu au sein même de l'Élysée un secrétariat général aux affaires africaines qui était dirigé par une figure emblématique de la France-Afrique qui est Jacques Foccart, qui était peut-être le collaborateur le plus proche et le plus intime du général de Gaulle. Et ça raconte aussi beaucoup des relations très particulières, militaires et diplomatiques qu'ont la France et l'Afrique francophone, et particulièrement sur le fait que c'est avant tout un domaine réservé. Donc enquêter sur les aspects militaires pendant très longtemps, c'était enquêter sur un domaine réservé euh, de l'Élysée. Par définition, un domaine réservé, on va dire que c'est un domaine qui est plutôt opaque et où le processus décisionnel est souvent se joue en coulisses. Il est compliqué de le décortiquer. De le décortiquer. C'est important de rappeler cette séquence-là gaulienne parce qu'elle a perduré, alors pas dans des termes aussi, des fois aussi radical que c'était le cas sous Général de Gaulle avec Jacques Foccart, mais il y a encore aujourd'hui évidemment des résidus, si ce n'est plus, de cette centralisation la politique internationale et la politique particulièrement vis-à-vis de l'Afrique au sein même de l'Élysée, du pouvoir exécutif, et on le voit notamment avec Mitterrand, on le voit avec Jacques Chirac, on le voit avec Nicolas Sarkozy, et on le voit encore aujourd'hui avec les successeurs qui ont été François Hollande ou Emmanuel Macron. À ce titre, on peut noter que les débats autour de l'engagement, par exemple, militaire en Afrique, sont quasiment nuls en France. Il n'y a pas eu, au moment de Serval et par ailleurs sur Barkhane, il n'y a eu quasiment aucun débat avec la représentation nationale. Et que très récemment, il y a pu y avoir réellement des sessions parlementaires consacrées au sujet. Mais c'est un point qui est assez particulier, parce que c'est vraiment propre à la France. Si on prend le cas de l'Allemagne ou des États-Unis, où on a davantage un impératif de devoir travailler avec la représentation nationale. Et sur le cas de Takuba, c'est un exemple assez emblématique en 2019, au moment où la France a tenté de mobiliser les pays de l'Union européenne au sein d'une task force, des forces spéciales dans la région des trois frontières au Sahel. On a bien vu que les processus pour beaucoup des pays de l'Union européenne étaient particulièrement longs parce qu'il fallait engager justement un débat parlementaire avec évidemment tout un tas de dispositifs légaux et réglementaires. C'est vraiment important parce que ça explique aussi la verticalité d'une façon de la stratégie française en Afrique et du coup de la complexité à y enquêter. Une fois qu'on a fait ce constat, du coup, la question c'est comment on peut finalement enquêter sur un domaine par définition où les informations sont confidentielles et où
les échanges d'informations avec la reconnaissance nationale, mais aussi avec la société civile, sont plus faibles qu'on peut l'avoir ailleurs. Alors, nous, pour parler de l'Africa Intelligence et historiquement de la lettre du continent, alors qu'il est beaucoup moins connu, mais qui a beaucoup enquêté sur les réseaux français en Afrique depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui, qui est l'ancêtre de l'Africa Intelligence, c'est vrai qu'on travaille essentiellement avec des sources humaines. Ça, c'est un point qui est important. Et là, je vais vraiment plaider en faveur de Francis. Je pense que la source humaine, elle est évidemment la source à la fois la plus difficile à capter, mais qui est la source la plus précieuse. Ce facteur humain, il est essentiel. Et donc, ça implique de prendre beaucoup de temps, d'énergie à tisser, à construire un réseau de sources. C'est très, très long. C'est vrai que c'est des années, des fois des décennies à construire, à bâtir. Donc, c'est particulièrement précieux. Et d'aller à la rencontre des acteurs, à la fois en France, évidemment, des acteurs décisionnaires, des acteurs qu'on identifie dans le cadre d'une négociation, d'un accord de coopération militaire, d'un accord de coopération commerciale, et surtout sur le terrain. Je pense que la réalité du terrain, elle est aussi essentielle, et donc de pouvoir aussi confronter la vision entre deux sources, une source qui peut être une source partie prenante d'une discussion, une négociation de côté français et côté africain, ou dans le cadre d'un pays d'Afrique francophone, par exemple. Ça, c'est essentiel, et de croiser les sources là-dessus. C'est un point qui est primordial, c'est vraiment de croiser et au maximum être capable de pouvoir confronter l'appréciation d'une discussion, d'une négociation, d'un accord avec ces sources-là. Euh, il y a évidemment tout un panel de sources qui est très variable, qui va de sources primaires, alors évidemment qui sont les sources les plus précieuses, qui vont être directement au fait de négociation, directement dans le dossier, qui sont particulièrement difficiles à identifier et difficiles d'accès. Ça, c'est une vraie réalité. Il y a aussi des documents qui sont des sources primaires de grande valeur quand on arrive à obtenir ou à pouvoir consulter des documents. Et puis, il y a des sources secondaires qu'il ne faut pas évidemment minimiser, parce qu'elles sont aussi extrêmement précieuses, et donc de pouvoir aussi identifier des acteurs qui peuvent avoir eu vent ou qui peuvent être informés. Et là-dessus, ce qui est essentiel, évidemment, c'est de recouper en permanence, voilà, ni une source primaire ou une source secondaire. Il faut pouvoir croiser en permanence toutes les informations, les recouper et définir des protocoles assez fermes aussi de recoupement de l'information et de rigueur dans la manière de traiter, l'information. Pour chacune de ces types de sources, et ça c'est essentiel, c'est d'avoir aussi un regard critique et une distance vis-à-vis de ces sources-là. Euh, C'est-à-dire de comprendre aussi la logique de pourquoi on nous dit ça, pourquoi, comment, et d'autant plus aujourd'hui parce qu'on est dans un climat de guerre informationnelle qui n'a jamais été aussi fort en Afrique, et particulièrement en Afrique francophone. On le voit réellement entre la France et la Russie, mais pas que, hein. Toutes les grandes puissances aujourd'hui ont des stratégies de guerre informationnelle, ou en tout cas d'influence informationnelle. Donc du coup, nous, journalistes, on est d'autant plus responsables des informations qu'on nous donne, et de déconstruire au maximum ces batailles de narrative est extrêmement forte, et d'être capable justement de le déconstruire, et au-delà de ça, de comprendre, et presque des fois de le raconter, ou de l'investiguer peut-être même plus. Euh, c'est vraiment un point qui est essentiel, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, que l'information qui parvient, elle est tout le temps objet à potentiellement interprétation, instrumentalisation. Et donc, nous, notre rôle, c'est réellement là-dessus de pouvoir être capable de prendre cette distance critique. Au-delà des sources humaines, et des fois en complément, il existe quelques sources ouvertes. Alors moi, je vais être honnête, je ne suis pas du tout un grand spécialiste personnel des sources ouvertes. On a, nous, au sein de la rédaction, des journalistes qui sont bien meilleurs que moi sur ce qu'on appelle l'osing, sur ces outils-là, mais qui existent, qui sont là, et qui peuvent être tout à fait complémentaires des sources humaines. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à croiser des sources, des fois ouvertes, avec des sources humaines, et là, on arrive vraiment à faire des investigations assez passionnantes, qui permettent, des fois, même à partir de sources ouvertes, d'obtenir aussi une information qu'on va creuser avec des sources humaines. Sur les sources ouvertes ou les ressources accessibles qui peuvent permettre de travailler sur l'influence de la France en Afrique, on peut en citer quelques-unes. Je pense qu'il y a déjà évidemment la question des archives, alors qu'elles ne sont pas toujours évidentes à, à obtenir, et des autorisations, mais les archives, des notes déclassifiées, permettent aussi d'éclairer des fois le processus décisionnel français, le fonctionnement vis-à-vis de certains pays d'Afrique. Il y a évidemment les missions parlementaires qui sont un point qui est assez intéressant, puisque comme il y a très peu de débats au Parlement, il y a quand même eu ces dernières années, ces derniers mois, des missions parlementaires, donc c'est des auditions aujourd'hui, souvent responsables militaires, des diplomates, mais aussi des responsables politiques, et donc de comprendre aussi la logique, de comprendre la stratégie, la réflexion. Et donc ces missions parlementaires sont à ce titre assez intéressantes pour nous. Quand les auditions sont en accès libre, ou qu'il y a des comptes rendus d'audition, c'est vrai que c'est assez pratique aussi pour comprendre
ces logiques-là, les rapports parlementaires qui en découlent évidemment, et ça là-dessus c'est toujours assez intéressant de pouvoir les décortiquer, les croiser, pouvoir s'interroger concrètement sur pourquoi et comment il y a des décisions de justice aussi qui sont un élément assez intéressant, et là-dessus on peut voir qu'il y a eu un certain nombre d'enquêtes, notamment du PNF, sur des pratiques de groupes français en Afrique qui ont permis de comprendre la logique de certains de ces groupes-là, des fois les pratiques corruptives qui ont été elles-mêmes détaillées par des juges, par des enquêteurs. Donc, c'est aussi des ressources qui sont assez intéressantes. Sur l'aspect plus OSINT, évidemment, qu'il y a après tout ce qui est les outils de type traçage, je pense à Flight Radar, qui a été beaucoup utilisé ces dernières années. Alors, tous les avions ne sont pas sur Flight Radar aujourd'hui. Beaucoup d'avions ont été retirés, notamment les indicatifs militaires. Mais ça permet des fois d'identifier des mouvements d'une capitale à une autre, d'avions français comme d'avions des fois autres, hein. On l'a bien vu avec, notamment avec Wagner et les mouvements russes, comment Flight Radar avait pu être un outil pour des fois mener de la piste, mener sur des pistes de, voilà, de telle rotation entre la Libye, Moscou et Bamako, ou ce type de trajet. Il y a évidemment Google Earth qui reste un outil satellitaire assez utile et assez précieux pour pouvoir des fois cartographier une zone. On dit que il y a eu, voilà, donc regarder, pouvoir identifier, pouvoir évidemment avoir une idée du lieu. Donc c'est assez pratique pour ça, Google Earth. Et puis dans une moindre mesure, il y a tout ce qui est les bases de données. Fanny présentait Papers, c'est vrai que c'est assez pratique pour identifier des fois qui sont les actionnaires d'une entreprise. Alors ça marche bien pour la France, un peu moins pour les entreprises qui sont à l'étranger, mais il y a Orbis par exemple, qui elle est une base de données qui permet d'identifier des dirigeants. Alors c'est vraiment à l'échelle internationale, toutes les entreprises n'y sont pas, mais c'est vrai que c'est assez pratique pour nous, journalistes, même si c'est une base de données qui est payante, donc évidemment qu'il y a un coût, mais qui est pratiquement pratique là-dessus. Et puis il y a une autre ressource qui est accessible, c'est les appels d'offres. Les appels d'offres à la fois de l'État français, mais aussi de l'Union européenne, de la Banque mondiale, pour voilà, regarder des fois comment un appel d'offres peut être fait pour une boîte plus qu'une autre, ou justement s'intéresser sur comment ces appels d'offres sont construits, comment ça fonctionne, et qui, in fine, les récupère. L'autre dernier point, et qu'on peut peut-être, entre guillemets, regretter sur la question notamment de la France et de l'Afrique, c'est qu'il n'y a pas de FARA. Le FARA, c'est ce qu'il y a aux États-Unis, c'est un registre qui, pour tous les lobbyistes, enfin, tous les Américains qui ont des clients étrangers, doivent se renseigner en disant, voilà, j'ai signé un contrat avec tel État, et puis expliquer un peu la nature de ce contrat. Ça n'existe pas en France. On n'a pas de registre de ce type-là. Et donc, ça pourrait être très utile, parce qu'il y a beaucoup de lobbyistes français qui travaillent pour des États africains, d'avoir à moyen terme aussi ce type de ressources-là, aujourd'hui qui sont essentiellement du domaine de l'investigation journalistique, d'identifier le lobbyiste de tel pays quand eux le revendiquent pas directement. Et ça, c'est vrai que c'est un point qui est assez intéressant de creuser pour comprendre aussi les relations d'influence entre la France et l'Afrique. C'est tout le rôle des lobbyistes, de ces acteurs qui sont des fois des anciens ministres de la République française, ou des anciens cadres de groupes qui travaillent pour des États africains en France, et qui font le va-et-vient entre la France et le continent africain. On t'entend pas, Maxime? Allez, merci, désolé, j'ai oublié de reprendre le micro. Donc, je disais merci à Paul pour cette présentation enrichissante. Je constatais on a perdu Fanny. Je pense que ça doit être dû à la connexion. En espérant elle va nous revenir très très bientôt. Et donc, avant de passer la parole à ma collègue Alcyone, j'avais quand même des questions à vous poser. D'abord, bon, puisqu'on vient de finir avec Paul, je vais peut-être commencer par vous. Alors, lorsque par exemple, bon là, vous avez parlé de beaucoup de choses. Maintenant, revenant sur l'aspect militaire strictement, par exemple sur des opérations françaises en cours ou en vue en Afrique, ou les mouvements, par exemple, des troupes françaises, par exemple, en Afrique, est-ce que vous avez des sources privilégiées, par exemple? Vous avez parlé des sources humaines, mais en dehors des sources humaines, par exemple, est-ce que vous avez des sources privilégiées où vous vous renseignez pour vos enquêtes? Non, sur cet aspect, c'est vrai que les sources humaines sont les plus, enfin, c'est les premières sources avec lesquelles nous on travaille. Je pense beaucoup de journalistes qui travaillent sur ces sujets-là. Il doit y avoir, voilà, j'imagine que Google Earth peut être assez intéressant justement des fois pour un peu cartographier, et évidemment Flight Radar, comme je disais,
en termes de ressources accessibles pour pouvoir des fois identifier un lieu ou une zone qu'on veut investiguer. Et quels sont les profils des sources humaines, par exemple, à qui vous vous adressez lorsque vous voulez parler, par exemple, de l'influence française en Afrique sur le volet militaire? Alors évidemment, c'est de pouvoir contacter toutes les parties prenantes, donc toutes les cadres militaires français évidemment, évidemment sur place aussi, puisque ils ont des interactions avec un nombre d'officiers ou de responsables politiques africains. Donc c'est tous ces acteurs-là évidemment. Ok, merci beaucoup. J'ai vu Francis prendre beaucoup de notes pendant que les autres intervenants passaient. Je sais il a sûrement beaucoup de choses à partager avec nous, mais j'ai une question. Aujourd'hui, bon, il y a Paul qui a parlé de guerre informationnelle. Aujourd'hui, on est en plein dedans et c'est difficile d'enquêter aujourd'hui sur une puissance sans être accusé de faire le jeu d'une autre puissance rivale. Alors, à votre avis, comment est-ce que, par exemple, les journalistes peuvent enquêter aujourd'hui sur la France? Là, on parle aujourd'hui de la France, sur la France, l'influence française, sans faire le jeu ou sans être accusé de faire le jeu d'une puissance rivale. J'ai envie de vous répondre qu'il ne faudrait surtout pas qu'ils se posent cette question-là, qu'ils fassent leur boulot tout simplement, qu'ils enquêtent en toute liberté et qu'ils ne succombent pas, je dirais, aux pressions d'où qu'elles viennent, y compris celles de la rumeur. Vous savez, dans, dans tout le parcours d'un journaliste, à chaque fois qu'il s'attelle à un dossier, il est toujours soupçonné ou accusé de travailler contre un camp. Voilà. Et réciproquement, j'allais dire, ou inversement. Donc voilà, on est toujours effectivement, je veux dire, voilà, sous le régime de soupçon permanent. Ce qui compte, c'est le résultat. C'est le résultat du travail qui est fait. Et tant que, je pense, les règles du métier sont respectées et que la rigueur requise est respectée pour ce qu'entreprend un journaliste, je pense que c'est la seule réponse, en fait, à votre question, quoi. Merci beaucoup. Nous sommes en avril 2024. Aujourd'hui, par exemple, s'il y a une question ou bien un sujet que les journalistes devraient forcément enquêter selon vous, par exemple, quel sujet serait-il? C'est moi qui vous pose la question? Oui, à Francis toujours, Oui. Dans le cadre de notre thématique, bien sûr. Ouais. bah, écoutez, ce serait intéressant, par exemple, de s'intéresser, tiens, à la réforme du franc CFA qui est en cours. Où en est-on aujourd'hui? Quelles sont les étapes qui ont déjà été franchies? Et quelles sont les prochaines étapes pour qu'on aboutisse à quelque chose qui ressemble réellement à, justement, à un phénomène de rupture? Puisqu'il s'agissait effectivement d'en finir avec ce, ce contentieux, je dirais, qui a toujours pesé sur une monnaie qui est considérée comme un vestige de la colonisation. Comment sortir, justement, comment débarrasser la future monnaie de cette charge historique et où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à cela? Moi, j'aimerais bien lire cette enquête parce que un certain nombre d'actions ont été entreprises au cours des 4 dernières années, 5 dernières années bientôt, sur le franc CFA. Il y a un processus qui a été engagé de réforme. Où en est-on aujourd'hui? Et là, justement, il serait intéressant d'interroger un certain nombre de personnalités, d'acteurs qui sont à l'œuvre c'est-à-dire qui s'attellent à cette réforme et savoir exactement où on en est et où on va sur ce chantier. Ce serait intéressant. Voilà. Je peux vous donner 2 ou 3 autres sujets, mais c'est peut-être pas non plus que je pense que vous en contentez de ça. Vous m'avez demandé un seul. Bah, si on a demandé un, mais si vous avez deux ou trois, bon, on prend quand même. Mais la question militaire aussi est intéressante aujourd'hui. C'est-à-dire dans un contexte de repositionnement de la France, enfin de la relation spécifique qui lie la France et certains pays africains sur le plan militaire. Il serait intéressant aussi de voir aujourd'hui où on en est. Et là aussi, voilà, un certain nombre d'actions ont été engagées au cours des 15 dernières années. On en parle très, très peu. On a parlé il y a quelques années des accords nouvelle génération, par exemple. Bon, on n'a pas vu la suite. Là, il y a aussi, je pense, du travail pour les journalistes, quoi. On a parlé également du retrait ou alors de l'allègement de certaines bases militaires. Où en est-on aujourd'hui? Où en est aujourd'hui, je dirais, l'exception tchadienne, par exemple. Vous voyez? Euh, qui- comment négocier, je dirais,
une transformation de la base militaire en Côte d'Ivoire, qui est également une base emblématique. Ou au Sénégal d'ailleurs, parce qu'au Sénégal aussi, sous Abdoulaye Wade, il a été engagé quand même un début, je dirais, de réforme ou même de retrait, je dirais, de la base militaire sur place au Sénégal. Où en est-on aujourd'hui à l'aune des derniers événements, par exemple, des événements politiques, bien entendu. Bon, donc, on évoque souvent ces questions-là, la question militaire, la question monétaire, etc. Mais je pense qu'il y a un champ d'investigation très, très large et de la matière, en fait, pour raconter une histoire, sur le long terme d'ailleurs, à épisodes, avec des épisodes, aux lecteurs. Et les lecteurs sont demandeurs de cela. D'ailleurs, ça permettrait d'ailleurs de sortir de cet environnement de rumeurs, de supputations qui aujourd'hui crée une grande confusion dans les esprits et pollue quelque peu le débat public. Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant passer la parole à Alcione, ma collègue, qui est déjà sur le pont. Donc, Alcione, quelles sont les questions que nous avons reçues dans le chat? Alors, eh bien, nous avons reçu justement des questions sur le franc CFA, une possible sortie brutale du franc CFA. Est-ce que ça ne représente pas des inconvénients économiques pour les pays de la zone? C'était une question pour Fanny, ça, je crois. Oui, c'est ça, Fanny, que nous avons perdu. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait aborder ça. Sinon, s'il y a d'autres questions, on peut. Une question qui est revenue plusieurs fois, donc c'est pour ça si vous avez mais sinon, on reposera à Fanny quand elle sera là. Ouais. Sinon, comme autre question, et il y a un journaliste du Sénégal qui est revenu sur le facteur humain dont vous parliez, Francis Laloupeau, et sur lequel Paul est revenu aussi, en l'interrogeant sur la question de la parole des dirigeants. Quand la parole des dirigeants est problématique, voilà, comment ce facteur humain, on peut l'éprouver à l'épreuve de la parole des dirigeants qui n'est pas forcément fiable. Oui, j'ai bien vu la question. Donc, pose la question sur la qualité et le sérieux de la parole des dirigeants africains. Vous savez, ce n'est pas une spécificité africaine, ça, hein, parce que on peut se poser la question pour tous les dirigeants du monde, quoi. Entre un journaliste et un dirigeant, quel qu'il soit, il y a toujours un scénario qui est une sorte de, je dirais, de, de jeu de collet-maillard, de cache-cache, je veux dire, alors ensuite, il y a forcément un système de mise en confiance, il y a un système de décodage, de décryptage de la parole. Et avec l'exercice, on finit, je veux dire, par trouver derrière, je dirais, les paroles émises, les dynamiques de vérité également. Voilà, je pense qu'il ne faut pas, comment dire, jeter l'opprobre sur les dirigeants africains en considérant que leur parole, par essence, n'est pas sérieuse. Je crois qu'il y a une manière, en tout cas, de créer une articulation d'échanges de paroles avec les dirigeants. Et ça passe aussi, je dirais, par une mise en confiance. Vous savez, la gestion du off et du on, par exemple, avec les dirigeants, c'est quelque chose qui est de l'ordre aussi de l'exercice, en tout cas qui est important dans l'exercice du métier de journaliste. Et peut-être gagner aussi la confiance, ça va gagner la confiance aussi des dirigeants, de ceux, pas seulement des dirigeants d'ailleurs, de toute personne que l'on va interviewer. Parce qu'il y a une relation de mise en confiance. Et ça, c'est aussi un travail que doit engager un journaliste en amont, avant de, voilà. Vous savez, si vous vous précipitez en tant que journaliste avec un micro sur n'importe quel individu dans la rue ou dans un meeting en disant dites-moi votre parole, le premier mouvement de la personne vers laquelle vous précipitez, ce serait un mouvement de recul d'abord. Voilà. Donc, je crois qu'il y a d'abord et avant tout une relation de mise en confiance. Et cette relation de mise en confiance se travaille, se structure, elle relève même, cela relève même, je dirais, de la disposition technique, d'une des dispositions techniques du métier de journaliste. Il y a une question également pour Paul qui demande, voilà, quelqu'un qui demande comment pouvez-vous évaluer la subvention militaire en Afrique en termes de chiffres et quels sont les pays qui financent le plus l'Afrique? Il n'y a pas de micro. Ouais. C'est compliqué d'avoir un chiffre, ça se fait avant tout par beaucoup de dons d'équipements, des dons financiers pour la construction, notamment, vous prendre les cas de l'Académie du temps terroriste de Jacquesville à Abidjan, donc ça se matérialise sur ça, et surtout par aussi l'Union européenne aujourd'hui, qui a un instrument financier qui s'appelle la Facilité européenne de paix, excusez-moi, la FEP,
et qui, elle, est devenue un instrument aujourd'hui privilégié aussi pour les pays de l'Union européenne pour financer les projets de défense sur le continent africain. J'ai vu que, si vous permettez, le journaliste Mapote Gaye du Sénégal m'avait adressé aussi deux autres questions, je crois. Si vous permettez que j'y réponde. Oui, alors c'est les questions Il me sur demande l'influence notamment, la France est-elle un pays sérieux en Afrique, oui, vis-à-vis et de est-ce l'Afrique? que la France est un pays sérieux vis-à-vis de l'Afrique? Bon, je tenais à répondre à cette question surtout parce que je ne sais pas très bien, en fait, quel est, euh, quel est le sens de la question, en fait. Est-ce que les États-Unis sont un pays sérieux? Est-ce que l'Angleterre est un pays sérieux? Est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays sérieux? Ou même le Sénégal? Je ne sais pas. Donc, juger, je dirais, du sérieux d'un pays, c'est un peu compliqué. Voilà, donc, je ne sais pas quel est le sens de la question. Est-ce que c'est un pays sérieux vis-à-vis de l'Afrique? Et bon, est-ce que la France s'est bien comportée vis-à-vis de l'Afrique, en fait? Voilà. Ben, je crois que derrière cette question, il y a peut-être ce que nous appelons souvent les comptes non soldés ou mal soldés de la colonisation ou de la décolonisation, quoi. Ben, c'est une histoire particulière, c'est une histoire difficile, je veux dire, une histoire entre une ancienne puissance coloniale et ses anciennes colonies. Elle est forcément difficile, elle est forcément, comment dire, chargée d'émotions, elle est passionnelle, je veux dire, par essence. Peut-être un peu plus d'ailleurs entre la France et ses anciennes colonies, parce qu'on ne retrouve pas cette même passion, par exemple, cette même passion, cette même charge passionnelle entre les anciennes puissances, entre les anciennes colonies britanniques et la Grande-Bretagne, par exemple. Ce n'est pas la même histoire du tout. Peut-être parce que, ça revient à ce que nous disions au début de ce rendez-vous, peut-être parce que il y a eu cette spécificité de cette relation d'une France qui est partie sans jamais être partie, en fait, d'une indépendance qui s'est négociée d'une façon très, très particulière, où en même temps qu'on négociait l'indépendance, on mettait en place tout, euh, toutes les bases d'une continuité relationnelle qui ressemblait à ce qu'on a appelé tout simplement au néocolonialisme. C'est tout ce chemin, en fait, difficile, compliqué, complexe que cette danse complexe, ce tango particulier que la France et ses anciennes puissances et ses anciennes colonies ont mené depuis une soixantaine d'années. Mais aujourd'hui, il y a des questions qui se posent qui sont des questions intéressantes. On est effectivement dans une sorte de relecture de cette relation. Et donc, c'est pour cela que, du coup, cette question me semble tout à fait intéressante. On a une autre question d'une journaliste, peut-être plus pour Paul, qui s'interroge comment expliquer, donc plutôt sur la perte d'influence française au profit de la Russie, comment expliquer que la Russie ait gagné du terrain aussi rapidement et puisse exercer une influence politico-militaire aussi forte sur certains pays d'Afrique francophone. Il y a deux mouvements. Il y avait une perte d'influence de la France bien avant, entre guillemets, l'arrivée de la Russie, ou en tout cas des relais informationnels russes au Sahel. Je pense que ça, c'est important de noter parce que c'est vrai que, on a tendance des fois à surévaluer le rôle de la Russie en disant que c'est la Russie qui aurait totalement fait disparaître la France. Mais la France, l'influence de la France en Afrique, depuis le début des années 2000 et puis de même avant, en fait, depuis les années 90, voilà, est en train d'être moins en moins forte. Et c'est finalement presque un mouvement de l'histoire aussi, hein, que la France n'ait pas le rôle qu'elle avait il y a 40 ans, heureusement peut-être. Donc ça c'est important, et c'est vrai que la Russie, de façon très opportuniste, je pense que c'est important de le rappeler, est assez active, notamment au Sahel, mais avec des investissements qui sont assez faibles en réalité, et ça c'est important aussi de noter. La Russie a finalement assez peu de moyens financiers pour aujourd'hui appuyer des projets structurants en Afrique, beaucoup moins par exemple que la Chine ou que la Turquie, hein. Je pense que la Turquie, par exemple, dont on parle moins, a beaucoup de financiers concrets pour aujourd'hui se positionner sur des grands projets d'infrastructure sur le continent, plus que la Russie encore. Et c'est vrai que la Russie est très active dans le champ informationnel, où elle a une expertise très forte, et notamment au Sahel, où elle a surfé évidemment sur les échecs, en tout cas l'incompréhension d'une partie des populations sahéliennes de la présence militaire française depuis 2013 sans succès opérationnel, ou en tout cas sans avoir résolu pour autant la crise sécuritaire djihadiste.
Alors, j'avais pas mal de questions sur le volet économique, mais je pense pas que Fanny pourra nous rejoindre pour des raisons techniques. Donc, peut-être une dernière question qui est pour Paul, qui est plus une question de curiosité, mais peut-être que ça peut inspirer les journalistes présents pour des idées d'enquête. Quelles sont les prochaines thématiques pour Africa Intelligence ou sur quoi vous travaillez, si vous pouvez le dire? On travaille sur tous les sujets, on travaille sur les 54 pays d'Afrique, donc ça fait quand même beaucoup de sujets à creuser. Donc, il y a évidemment les échéances électorales de 2024 qui vont être un sujet pour nous, la présidentielle évidemment en Côte d'Ivoire de 2025. L'installation du nouveau gouvernement sénégalais, donc autant de sujets pour l'Afrique francophone, mais évidemment sur le Soudan, la guerre au Soudan, qui est un sujet qui continue à marquer l'actu, la Libye aussi, voilà, tout un tas de sujets qui seraient trop longs de tout détailler, mais voilà, les grands sujets d'actualité seront couverts. Maxime, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Altion. Et j'avais une question que je voulais poser bon, voilà, aux différents intervenants. Tout à l'heure, il y a Francis qui avait utilisé cette image en parlant de danse à deux. Comment est-ce que du côté des journalistes, par exemple, on peut organiser cette danse à deux? Parce que lorsqu'on parle de la relation entre la France et l'Afrique, on parle de deux parties. Jusqu'ici, on voit des journalistes français mener des enquêtes et parfois les journalistes en Afrique aussi mener des enquêtes. Mais voilà, comment est-ce que par exemple des journalistes des deux parties, des deux zones, des deux parties peuvent ensemble travailler de façon collaborative sur des enquêtes majeures, par exemple? Est-ce que vous avez vu des initiatives, par exemple, dans ce sens qui ont marché et dont voilà, vous voulez partager quelques leçons avec nous, mais comment est-ce que vous envisagez ça? Comment est-ce que ça peut être possible? Je vais peut-être, je ne sais pas qui veut d'abord prendre la parole. OK, il y a Paul il y a Comme Paul vous voulez. qui est candidat. OK, ouais, Paul. Non, mais c'est évidemment un des principaux enjeux, c'est comment aujourd'hui on travaille, avec qui. On a des bonhommes avec les consortiums. Aujourd'hui, on a des consortiums à la fois avec des consortiums qui sont basés en Europe et avec des consortiums de journalistes qui, eux, sont basés sur le continent africain. Et donc, ces échanges-là, ils sont hyper précieux. L'expertise, évidemment, des journalistes euh, sur place, elle est essentielle. La connaissance du pays. Et donc, elle est très complémentaire très régulièrement pour mener des investigations au long cours sur ces sujets-là, évidemment. Est-ce que par exemple, il vous est arrivé de travailler avec des journalistes qui ne soient pas des journalistes de African Intelligence ou est-ce que vous avez par exemple des perspectives comme ça en vue? Oui, comme tous les médias, on a évidemment des réseaux de correspondants qui sont des journalistes sur place. Donc, évidemment, oui, ça, c'est un truc sur lequel nous, on travaille depuis le début, hein, depuis l'histoire, enfin, depuis la création de la lettre du continent, bien sûr. Ah, je pense. Ah, voilà, on a récupéré Fanny. Re-bienvenue, Fanny, parmi nous. Euh, J'imagine que Internet a fait défaut. Et bon, ce qu'on va faire, ça va. Ce qu'on va faire, voilà, j'essaie en train de poser une question. Bon, il y a Paul qui essaie de répondre, qui a répondu. Donc, je vais reposer la même question à Francis. Et puis, je vais redonner la parole à Alcione qui avait, je pense, quelques questions pour Fanny. Et donc, Francis, la question c'était comment est-ce que, par exemple, des journalistes des deux parties, je vais dire en Afrique et en France, peuvent ensemble se travailler en fait sur des enquêtes pour pouvoir jeter la lumière sur les parties sombres de cette influence française en Afrique? Ben, il me semble qu'il y a une dynamique dans ce sens depuis quelques années. Je n'ai pas d'exemple précis, mais je sais que, bon, certains confrères de Libération ont fait cette démarche depuis quelques années déjà. Il y a la revue 21 aujourd'hui qui également est dans cette dynamique. Et, euh, et je sais que de plus en plus, et dans l'autre sens d'ailleurs, hein, dans l'autre sens, il y a des passerelles entre les journalistes, entre les médias, entre des associations également, je veux dire, les journalistes en Afrique et certains médias en France qui partagent des informations, qui se rencontrent, c'est important. On en revient au facteur humain, qui passe d'abord aussi par des rencontres entre les journalistes.
Alors, je n'ai pas d'exemple précis ou de nom précis à vous donner, mais je crois qu'il y a de plus en plus aujourd'hui ce travail qui se fait, ce sont des binômes qui se forment, voilà, des échanges d'informations. Je crois que Fanny, d'ailleurs, est assez témoin de ce genre de, voilà, de dynamique, quoi, ce genre de rencontre entre journalistes vivant en France et ceux vivant en Afrique. Je préfère dire vivant en France et en Afrique parce qu'en fait, bon, évidemment, il y a des journalistes africains qui vivent en France également. Ça peut se faire également sur le sol français, mais ça peut se faire également entre les pays africains et les journalistes qui vivent ici, quoi. Donc voilà, on est loin, je dirais, de certaines époques que j'ai connues, où effectivement chacun travaillait dans son coin, et où les journalistes ne se rencontraient jamais, ou ne racontaient pas la même histoire, quoi. Je crois qu'il y a un besoin aujourd'hui d'un récit, disons, commun, d'un récit partagé, je dirais. Et on est passé aussi par une période où il y avait une exigence à ce que les journalistes africains s'approprient également leur récit, le récit de l'actualité africaine, le récit de l'histoire immédiate africaine. Et aujourd'hui, on est, je pense, à un moment où il y a un besoin de partage, en fait, du récit, voilà, dans un contexte où, je veux dire, le regard sur le monde est de plus en plus partagé, ne serait-ce qu'à travers, grâce aux nouvelles technologies de l'information. Merci beaucoup. Et donc, je vais retourner la parole maintenant à Alcione qui avait quelques questions pour Fanny. Oui, donc il y a eu plusieurs questions sur le franc CFA et voilà une sortie subie du franc CFA. Est-ce que cela peut poser des problèmes économiques dans les pays de la zone? Bah, c'est un sujet sur lequel les journalistes doivent enquêter. Je pense que on est dans une phase effectivement de changement majeur, possiblement majeur. Euh, Certains économistes disent qu'il faut absolument sortir du franc CFA. C'est ce que nous montrons dans notre livre que j'ai coécrit avec l'économiste sénégalais Ndongo Sambasila. Euh, et on a récemment ensemble répondu à une interview dans laquelle on dit ben on est dans une période inédite et favorable à une sortie de la zone franc pour tous les pays qui en sont membres. Il ne faut peut-être pas laisser passer ce tournant. Et des problèmes économiques, non, pas forcément. Mais là, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été écrites et dites, donc je vais pas revenir dessus. Je vais pas jouer le rôle de la spécialiste sur la question. Mais j'invite ceux qui le veulent à lire, encore une fois, les différents articles qui ont été écrits, notamment par Ndongo Sambasila. Il en a écrit un récemment qui a été publié, je crois, sur le site sénégalais CNE+, et qui montre bien que les pays africains concernés ont tout intérêt à sortir de ce système qui est un système colonial en réalité. Il reste colonial. On a eu aussi des questions sur le Mali. Quelles sont les entreprises françaises qui interviennent dans l'exploitation minière dans ce pays? Est-ce que Total, par exemple, a un permis de recherche pétrolière au Mali? Ben là aussi, j'invite les journalistes à enquêter. Moi, je connais pas bien le Mali. Je ne crois pas que Total soit présente. Les entreprises françaises sont peu présentes dans le secteur minier en général. Ce sont souvent des entreprises canadiennes qui agissent. Mais les entreprises comme Eramet sont présentes dans le secteur, par exemple, de l'uranium ou d'autres minerais, dans le manganèse au Gabon, au Sénégal, ils sont dans le zircon, je crois. Bref, voilà, pour l'or, par exemple, les Français sont pas très présents, me semble-t-il. Mais c'est un sujet, à mon avis, justement, qu'il faut absolument creuser, ceux qui s'y intéressent. Merci. Alors, on a d'autres questions qui sont tombées dans le chat entre-temps. Peut-être pour Francis Laloupeau, comment analysez-vous le rétropédalage d'Emmanuel Macron au sujet de la complicité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda? Et qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir de la France-Afrique? Votre micro n'est pas ouvert. Excusez-moi. Alors, est-ce qu'on peut faire un lien, je dirais, entre la dernière déclaration de Emmanuel Macron et la France-Afrique? Je ne sais pas. Mais vous avez remarqué qu'en fait, on lui a prêté pendant quelques jours des déclarations qu'il n'a pas faites finalement dans dans son adresse au Rwandais au moment de la commémoration du génocide, la semaine, il y a quelques jours. Mais
pense qu'en fait, Emmanuel Macron essaye de poursuivre en fait le travail de reconnaissance de la responsabilité française dans cette tragédie qu'ont engagé déjà ses prédécesseurs, que sont Nicolas Sarkozy, puis François Hollande. Alors, il va un peu plus loin, effectivement, je dirais, à travers le discours, à travers les mots qui sont employés. Mais on lui avait prêté quelques jours plus tôt, hein, il y a 2 semaines, des propos visant à on disait, voilà, Emmanuel Macron va certainement déclarer que la France aurait pu arrêter cette tragédie, la France et d'autres pays d'ailleurs, auraient pu arrêter cette tragédie, mais ne l'a pas fait. Bon, ce sont des mots qui sont très très lourds, mais ces mots n'ont pas été prononcés finalement par Emmanuel Macron. Donc je crois qu'en fait, il y a petit à petit, alors on avance, hein, je dirais, voilà, une reconnaissance par la France de sa responsabilité qui est avérée, comme celle d'ailleurs de l'ONU sur place à l'époque. Alors, on a toujours été surpris d'ailleurs que cette reconnaissance de la responsabilité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, quel que soit le niveau de responsabilité par la France, ne soit pas intervenue beaucoup plus tôt. Parce que je me souviens, peu de temps après la tragédie, le président américain de l'époque, Bill Clinton, s'était déplacé pour demander pardon au Rwanda en disant nous reconnaissons effectivement que nous n'avons pas agi comme il aurait fallu agir à l'époque. Kofi Annan, à l'époque du génocide, qui était le secrétaire général de l'ONU, a reconnu également la responsabilité de l'ONU. On attendait la France, quoi. La France n'est pas, voilà, la France a un peu hésité. Il y a même eu des commissions d'enquête, plusieurs commissions d'enquête qui ont été mises en place en France, qui ont dédouané systématiquement la France, quoi. Ce qui est un peu gênant aujourd'hui, parce qu'en fait, donc l'acte de reconnaissance de responsabilité entrepris d'abord par Nicolas Sarkozy, prolongé par François Hollande, et aujourd'hui confirmé fortement par Emmanuel Macron, jette un discrédit total, je dirais, sur ces commissions d'enquête qui ont été, qui ont été diligentées et entreprises au cours des années, à la fin des années 90, au début des années 2000, quoi. Voilà, c'est aussi un peu ça, je crois, l'histoire de la France. Vous avez vu, on sait que le temps qu'il a fallu à la France pour appeler ce qui s'est produit en Algérie, guerre d'Algérie. Pendant très longtemps, on parlait d'événements en Algérie, on ne parlait pas de guerre en Algérie. Il aura fallu le mandat ministériel du Premier ministre Lionel Jospin pour que la France, enfin, que l'Assemblée nationale en France, enfin prononce le terme guerre d'Algérie, quoi. Il a fallu quelques décennies pour ça. C'est aussi cela un peu, je pense, le protocole, le protocole de construction de l'histoire en France. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que, pour revenir à notre thématique, on en est encore aujourd'hui à parler des comptes mal sortis de la décolonisation, plutôt que de s'en défaire, de s'en éloigner, de s'en départir, quoi. Voilà, moi je crois que c'est bon pour les questions. J'en avais pour Paul Deutschmann, mais j'ai l'impression qu'il est parti. Je pense que ça va être, vu le temps, ça va être la dernière question. De toute façon, ceux qui nous suivent ils peuvent toujours nous écrire et au besoin, nous allons transférer les questions aux intervenants. Avant de terminer, je voulais quand même partager quelques informations rapides. Ceux qui ne nous suivent pas encore sur les réseaux sociaux, vous ratez sûrement beaucoup de ressources et des opportunités. Et donc, GIGN Afrique, GIGN en français sont bien présents sur Twitter, Facebook, LinkedIn. Je pense que ma collègue va poster les identifiants dans le chat, ainsi que l'adresse de notre site Internet, qui est un réservoir très fourni de ressources pour mener des enquêtes sur voilà, plein d'autres sujets, questions militaires, questions environnementales, questions de droits de l'homme, questions des ressources naturelles. Donc, suivez-nous et vous ne raterez aucune information et de nouvelles ressources ou nos prochaines activités. Alors, parlant justement des prochaines activités, je vous invite à notre prochain webinaire organisé par le Bureau international de GIGN sur comment enquêter sur le conflit actuel entre Israël et le Hamas. Je pense que ma collègue va poster le lien dans le chat. Il sera disponible en anglais avec interprétation simultanée en français et en arabe. Je vous invite, ça va être le 30 avril prochain. Avant de partir, j'aimerais remercier une fois encore les intervenants, Francis Lalopo, Fanny Pigeot et Paul Dutchman pour leur générosité. Je remercie également toute l'équipe de production de GIGN derrière le rideau. Donc, à vous qui êtes restés aussi jusqu'ici, merci beaucoup. Cette vidéo, comme je l'avais dit au début est enregistrée, donc sera disponible sur notre chaîne YouTube en français. Cela dit, merci beaucoup, à la prochaine et au revoir.